When I say stop, don't move. When I say get it, I want all of y'all to go. Bonsoir à toutes et à tous, je suis heureuse de vous accueillir pour cette 21e édition du festival Les étudiants à l'affiche. Je suis Ninon Roulin, étudiante en Master 1 Direction de projets audiovisuels et numériques. C'est la première fois qu'on me confie ce travail de présentation, d'animation d'un festival. Je suis donc à la fois très honorée, mais je vous demanderai aussi d'être indulgent. Je ne suis pas Claire Chazal, pas encore. Le festival Les étudiants à l'affiche est organisé par la Maison de l'étudiant de La Rochelle Université. C'est d'ailleurs ici, dans la salle de spectacle, qu'on se retrouvera tous les jours en direct, toute la semaine, avec de nombreux invités. En 20 ans, c'est la première édition du festival en ligne. Crise sanitaire oblige. Toute l'équipe et moi-même avons donc dû repenser la nature même du festival. Cette édition, elle innove donc avec des temps d'échange, les tables rondes, mais aussi des temps de spectacle appelés live show. Avec moi, il y aura des étudiants amateurs, créateurs, passionnés, curieux, mais aussi des artistes qui les accompagnent et des professionnels de la culture. Et tout ça toute la semaine jusqu'à dimanche. Le festival Les étudiants à l'affiche met en lumière l'engagement artistique des étudiants à travers les ateliers proposés par l'Espace Culture. Ce sont 9 ateliers cette année, de septembre à mars, qui ont pu se dérouler non sans mal. Théâtre, photographie, sérigraphie, musiciens amateurs, MAO Scratch, Kino Labo, danse chorégraphique, théâtre burlesque et écriture. Le festival présente leurs créations et fait le pari de partager avec vous la créativité des étudiants, mais aussi leur sensibilité et leur enthousiasme. Il est aussi possible que vous soyez témoins de leur métamorphose. Aujourd'hui démarre aussi partout en France les JACES, Journée des arts et de la culture dans l'enseignement supérieur. Du 6 au 8 avril, ce sont 3 jours qui mettent en lumière les actions culturelles dans l'enseignement supérieur. Et elles sont très nombreuses, ces actions culturelles. Nous sommes donc très heureux de présenter la programmation du festival dans le cadre de ces journées. Cette semaine, pour nous suivre en direct, rien de plus simple, vous pouvez vous rendre sur le compte La Rochelle Université sur YouTube et aussi sur Facebook, et sur le compte Univ La Rochelle sur Instagram. Vous pouvez donc tout au long du festival nous adresser vos petits mots, vos petites questions via les chats qui seront dédiés. Et c'est Baptiste Bélizaire, notre homme à tout faire, qu'on aime tant, qui se fera le plaisir de partager avec nous vos petits mots et vos petites questions. Le festival, vous l'aurez compris, c'est le temps fort printanier de l'université, mais aussi du territoire rochelais. Merci donc à nos partenaires fidèles de l'espace culturel qui soutiennent cet événement, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine, la communauté d'agglomération de La Rochelle et la ville de La Rochelle. Pour ouvrir cette 21e édition, Jean-Marc Augier, président de La Rochelle Université, nous fait l'honneur d'être là ce soir. Bonsoir Jean-Marc Augier. Je vous laisse donc la parole. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ici avec beaucoup de plaisir pour participer au lancement de cette 21e édition du Festival des étudiants à l'affiche, qui est une fois de plus emblématique de la capacité de l'université, de La Rochelle Université, de s'adapter à un contexte, avec pour cette première édition une version numérique. L'année dernière, nous avons été pris de court pour pouvoir basculer dans une version numérique, puisque le confinement avait été annoncé quelques jours avant le démarrage du festival. Et cette fois-ci, l'université fait sa preuve encore de sa capacité de résilience et d'adaptation à un contexte. Je me réjouis une fois de plus que cet événement qui au départ est né à La Rochelle et qui est devenu emblématique et qui s'est propagé en France aujourd'hui, puisque notre modèle de festival des étudiants à l'affiche s'est proposé dans de nombreuses universités, trouve une nouvelle formule. Et je voudrais rappeler ici que cet événement pour nous, dans notre université, est vraiment un élément très important de ce que doit être la vie étudiante, le développement de l'initiative, la créativité, le développement de l'esprit critique. La formation d'un étudiant, c'est évidemment la transmission de connaissances, le développement de compétences, mais c'est aussi la construction de soi au travers du soutien à des différents projets. Et je crois que pendant ces quelques jours, on va avoir l'occasion de voir justement, de mettre en lumière les grandes compétences que nos étudiants développent en appui sur ce festival.
Je remercie bien sûr tous les acteurs de la MDE et tous les acteurs qui sont investis dans ce projet parce qu'ils sont nombreux, en particulier vous, d'avoir accepté de porter cet événement. Et puis tous les collègues qui sont engagés à nos côtés. Évidemment, les acteurs aussi des territoires qui nous accompagnent. Vous venez de l'évoquer, Ninon, la DRAC, les communautés d'agglomération, les collectivités qui nous accompagnent dans cet événement. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est encore un moment de partage. C'est une fois de plus l'opportunité d'illustrer que l'université est un acteur culturel du territoire. Et je sais qu'à la fois Catherine Benguigui qui a impulsé tout ça il y a quelques années et Diego qui a pris le relais maintenant sur la vice-présidence en matière de toute la question culturelle sont attachés à cette question, faire de notre université un acteur de développement de la culture sur notre territoire. Et je crois qu'on va faire une fois plus preuve de notre capacité à bien jouer le jeu dans un nouveau modèle. Et je voudrais féliciter aussi tous les étudiants qui se sont engagés parce qu'ils ont beaucoup travaillé et on va pouvoir encore avec beaucoup de fierté regarder tout ce qu'ils nous ont proposé cette année. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc Augier. Nous allons maintenant laisser la parole à Diego Jarac, vice-président culture et interdisciplinarité. Merci Ninon. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un honneur, un privilège que d'être aujourd'hui ici et prendre un peu les flambeaux qui nous laisse Catherine. Donc, je profite de l'occasion déjà pour la saluer. C'est la dernière année de Catherine à l'université. Elle a été à l'origine de ces mouvements, de la mise en place de ces lieux emblématiques et de ces festivals. Donc, un grand bravo et un grand merci à Catherine pour ces moments. Je pense que plusieurs générations d'étudiants vont garder en souvenir ce que tu as laissé comme héritage. Et donc, une édition particulière, une édition qui a pu finalement se tenir, et donc c'est déjà énorme. Et une année très particulière, pas besoin de les rappeler. Et malgré une situation sanitaire très complexe avec des fluctuations toutes les semaines, et les ateliers ont pu avoir lieu. On aura la preuve dès ce soir et les jours qui suivent. Et ces ateliers donc, qui sont un moment de partage et un moment important dans la vie et la construction des étudiants de La Rochelle Université. Et un moment aussi important pour la culture dans l'ensemble de l'université et qui permet justement aux étudiants de trouver des moments différents, des moments de partage, des moments de développement personnel. Et donc un moment très important, je pense, dans l'évolution et dans l'épanouissement des étudiants de l'université. Donc un grand merci à toute l'équipe pour avoir mis en place ces plateaux et tous ces dispositifs qui vont nous permettre de profiter de ces festivals des étudiants à l'affiche 21e édition. Merci Ninon. Merci beaucoup, merci à vous deux. Nous allons maintenant accueillir les invités de la première table ronde de la semaine. Alors, pour cette première table ronde, nous allons donc parler de la culture à l'université, partage, exigence et transition. Alors, pour échanger avec moi ce soir, je vous présente nos invités qui viennent donc de me rejoindre. Catherine Benguigui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondatrice et directrice de l'Espace Culture depuis 1998 et adjointe au maire en charge de la culture. Pour vous, la question de la transition dans la culture doit être au cœur du débat. Je vous expliquerai pourquoi dans un instant. Cécile Knibili-Porterfield, vous êtes comédienne, directrice artistique de la compagnie ATI et vous encadrez l'atelier théâtre burlesque à l'université. Bonsoir et merci d'être là ce soir. Bonsoir. Pour vous, la pratique artistique et notamment l'incarnation d'un personnage permet la découverte, la connaissance et l'acceptation de soi. Vous nous en parlerez aussi pendant la table ronde. Gaëlle Hardy, bonsoir. Vous êtes étudiante en 2e année de licence lettres modernes et vous participez à la masterclass théâtre encadrée par Laurence Andréini à Lyon. Vous nous donnerez votre regard sur la création artistique à l'université et nous découvrirons aussi que vous avez de multiples talents. Alors pour commencer, pour cette première table ronde, Catherine Benguigui, comme je le disais, vous êtes arrivée à l'université en 1998
et vous avez donc créé le service culture. Vous faites partie d'un réseau national des services culturels appelé AUC. Quel regard portez-vous donc sur les arts et la culture dans les universités Bonsoir, d'abord je vous salue tous et je suis très émue d'être avec vous ce soir. Je voudrais dire d'une part que la culture à l'université, c'est une culture qui ne peut pas être la même qu'ailleurs. D'abord parce qu'on est là pour la jeunesse, avec la jeunesse, et que pour moi, c'est extrêmement important que toute cette jeunesse puisse d'une part découvrir les œuvres, avoir accès à toutes les œuvres artistiques qui existent dans notre territoire, ici, ailleurs, dans les textes, dans le répertoire, etc. Mais surtout se confrontent à la création. Et c'est ainsi que ce festival, il est très important parce qu'en fait, il est mis en œuvre grâce à des artistes qui travaillent toute l'année avec des étudiants et que les étudiants, en fait, se retrouvent comme des vrais acteurs, comme des vrais metteurs en scène, comme des vrais musiciens, comme des vrais... Voilà, avec une exigence très, très forte, avec un encadrement très, très professionnel. Et ça les met dans une situation où il va falloir qu'ils donnent d'eux-mêmes. Et je pense que la culture, c'est ce qui relie les hommes et les femmes. Et la confrontation à l'art, ça permet de se connaître, de connaître les autres, et puis de fabriquer ensemble un projet collectif qui sera ensuite mis en œuvre tout au long de l'année, et puis face à un public. Alors malheureusement, il n'y a pas de public aujourd'hui, mais on est là quand même dans notre maison, et puis ça va être filmé. Mais c'est surtout cette démarche qui est très très importante. C'est cette construction collective qui est très importante ici à l'université pour les étudiants. Très bien, nous reviendrons plus en détail sur tous ces points-là. Cécile Knibili, porteur-fil, vous dirigez une compagnie de théâtre qui est basée à La Rochelle, donc la compagnie ATI, et vous encadrez l'atelier burlesque ici depuis 3 ans à l'université avec votre compagnon de jeu Aurélien Ploquin. Comment définiriez-vous donc votre rôle ici à l'université auprès des étudiants ? Mon rôle, déjà, c'est un rôle de pédagogue. Et donc, je transmets ce que j'ai appris. Et ce que j'ai appris, c'est, en fait, on transmet une expérience. Donc, c'est pas facile de transmettre un savoir-faire. Le jeu burlesque, qui est en fait c'est du clown contemporain. Le clown contemporain n'a rien à voir avec le clown de cirque. C'est une discipline qui vient de la famille du théâtre. Et en fait, on apprend à un être humain à se tenir sur scène, je dirais en raccourci, vraiment en connexion avec soi, ce qu'on ressent, parce qu'on utilise très peu de texte. Donc c'est vraiment une histoire de qualité de présence. Et en lien avec ses émotions, ce qui n'est pas toujours simple, parce que évidemment, quand on est exposé au regard des autres, eh bien, il y a le stress qui monte, donc l'écoute intérieure descend, et on apprend à écouter ses partenaires de jeu et aussi à être en lien direct avec le public. Car dans cette discipline, il n'y a pas ce qu'on appelle le 4e mur qu'on peut retrouver dans le théâtre plus classique. C'est-à-dire que dans le théâtre classique, un spectacle peut être joué comme si on était dans une pièce fermée, sans regarder le public. Alors que dans le jeu burlesque, on regarde le public, on joue avec lui, on prend partie de ce qu'il ressent, et c'est même notre premier partenaire de jeu. Voilà. Très bien. Merci pour tout ça. Et Gaëlle Hardy, vous qui suivez la masterclass théâtre depuis octobre dernier, qu'est-ce qui vous a premièrement motivé à vous inscrire ? Alors, bonjour à tous. Alors moi, j'ai un parcours de théâtre qui, depuis quelques années maintenant, depuis le lycée, etc., toujours sur La Rochelle. Donc cette ville m'a suivie culturellement parlant. Et je connaissais déjà Laurence et Andrénie qui étaient intervenus dans mon lycée. Et sachant que je pouvais continuer le théâtre à la fac, j'ai saisi l'opportunité du coup dès ma première année. Et ça a continué en fait dans cette lancée-là.
J'ai beaucoup aimé le travail qu'on a pu faire d'année en année. C'est toujours très différent. On aborde toujours des points sur le théâtre qui varient d'année en année. Et c'est vraiment très enrichissant. Et puis c'est une opportunité dingue en fait de pouvoir continuer culturellement parlant, d'avoir des locaux géniaux, comme nous des fois on est à la Coursive normalement, mais surtout à la M2 ici, d'avoir du personnel qualifié, d'avoir une metteuse en scène. Et tout ça gratuitement grâce à la fac, quoi. Donc c'est vraiment une opportunité géniale et moi je suis très heureuse de pouvoir aujourd'hui être présente parce que c'est vrai que ça nous a beaucoup affecté le fait de ne pas pouvoir jouer l'année dernière, du coup. Et aujourd'hui cette édition virtuelle, c'est une autre occasion, une autre vision de la culture et de l'art. Oui, en parlant de ces nouvelles façons de diffuser, on voit que notre monde il est en pleine mutation. Il faut repenser donc les façons de créer, de diffuser, de partager. Et vous, par exemple, Catherine Benguigui, vous parlez beaucoup de transition culturelle comme un défi qui est très important. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce propos ? Oui, c'est un sujet vaste sur lequel beaucoup de personnes sont en réflexion actuellement. Moi, je pense que l'université, elle a une spécificité qui fait que l'art et la culture à l'université sont connectés à la formation et à la recherche. Donc, on est déjà dans une transversalité, dans une interdisciplinarité. D'ailleurs, le nouveau vice-président Diego Jarac, que je salue, n'est pas pour rien vice-président culture et interdisciplinarité, dans le sens où, moi je pense que la transition culturelle, elle est certes au niveau des usages, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir réfléchir à comment on utilise la lumière de façon plus économe, comment dans les festivals on va pouvoir moins générer de déchets, comment au niveau informatique on va pouvoir être sur une informatique beaucoup plus économe. Tout ça, c'est au niveau des usages. Mais au niveau au-delà de ça, on est certes dans une transition aujourd'hui énergétique, dont tout le monde parle, une transition alimentaire, une transition aussi au niveau de l'agriculture, une transition industrielle, mais je pense qu'on ne peut rien faire si on n'est pas dans une transition culturelle également. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que faire en sorte de s'adapter au monde qui vient ou au monde qui est là déjà, parce que quand même, c'est pas un accident cette histoire de Covid. On est quand même dans une mutation par rapport à la problématique du climat, par rapport à des problématiques environnementales, etc., qui est en cours. Et je pense que pour que les hommes et les femmes puissent vivre demain, il va falloir qu'ils aient une capacité d'adaptation, qu'ils soient capables de faire des pas de côté. Et ces pas de côté, ils peuvent être amenés par la transition culturelle, par le fait que les artistes doivent être présents dans la société, partout, à l'université, dans les centres sociaux, dans les quartiers, partout. En fait, la vision de l'artiste, ça va être... C'est quoi un artiste ? C'est quelqu'un qui perçoit le monde et qui le rend à travers une expression. On pourrait tous l'être, mais certains sont beaucoup plus sensibles et beaucoup plus enclins à cette chose-là. Donc, en fait, l'idée de pouvoir avoir un choc artistique face aux artistes, c'est l'idée de transformer les esprits, c'est de transformer les représentations, c'est de faire des gens beaucoup plus ouverts, c'est de faire des gens beaucoup plus adaptés, des gens qui ont un esprit critique beaucoup plus développé et qui seront en capacité, quoi qu'il arrive dans notre monde, de changer de leurs habitudes, de voir les choses autrement, d'être capable de ne plus être dans une course effrénée à la consommation, par exemple, mais de vivre peut-être un peu différemment, de prendre les choses différemment. Et je suis sûre que les artistes ont un rôle à jouer. C'est pour ça que c'est très important que les jeunes puissent avoir une éducation artistique et culturelle. Et puis c'est très important que les artistes puissent participer au débat, participer au discours. Et tout ça en transversalité. En fait, l'entrée dans la culture, elle peut se faire par le sport, elle peut se faire par la science. Art et science, c'est très important. Un scientifique, il a une démarche scientifique, mais le processus de création, il y a des choses à voir peut-être avec la culture scientifique aussi, et art et sciences. Il y a des entrées très, très, très transversales et très... moi, j'y crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup, et c'est pour ça que je me bats depuis toujours, pour que les artistes aient leur mot à dire et que les artistes aient un impact sur les uns et sur les autres, et en particulier sur la jeunesse. Parce que c'est grâce à eux et grâce à cette chose-là qu'on va pouvoir
considérer que l'avenir, on peut réenchanter le futur grâce à ça. Et pas être dans une situation où tout va mal. Non, on va pouvoir construire différemment grâce à la culture. Voilà. Très bien. Et quant à la question des publics et de la diffusion, les avis ils divergent beaucoup dans le milieu artistique et culturel. Certains pensent que les théâtres, par exemple, n'existent plus s'il manque un des 4 piliers, que ce soit auteur, metteur en scène, comédien ou public. Donc s'il en manque un, le théâtre n'est plus le théâtre. Et d'autres prônent et œuvrent pour des diffusions en ligne, à distance, des spectacles notamment. L'art n'est donc plus ce qu'il était. Et à ce propos, quel est donc votre point de vue? Est-ce que créer avec des masques, qu'est-ce qu'on en pense? Les spectacles en ligne, et par rapport à tous ces nouveaux formats? Là, je veux bien prendre la parole. Allez-y. Je vais partir de l'expérience que j'ai eue cette année. Comme les conditions n'ont fait qu'évoluer, on s'est vu dans la mission de devoir s'adapter aux conditions. Je pense que dans tous les ateliers, tous les intervenants ont eu ce sentiment évidemment frustrant de ne pas pouvoir faire ce qu'on avait prévu, mais c'est pas juste prévu parce que évidemment on peut changer de programme, c'est pas le problème. C'est surtout comment transmettre l'essence de notre savoir-faire et sans perdre la qualité de ce qu'on a envie de transmettre aux étudiants. Et ça a été évidemment un grand défi. Alors là, je parle de mon expérience personnelle. Moi, j'ai une toute petite compagnie et j'ai choisi d'être en autosuffisance pour des raisons pratiques, parce que je trouve ça plus simple, parce qu'il y a beaucoup d'administration dans notre travail et que je suis quasi seule à gérer l'administratif de ma compagnie. Du coup, je suis, moi, une exception, je suis hors subvention, etc. Donc, j'interviens avec des petites formes dans les milieux sociaux ou sur scène, mais aussi partout, dans la rue. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de théâtres et il y a beaucoup de compagnies majeures qui dépendent de subventions, qui dépendent de scènes de théâtre. Et là, ces compagnies sont dans l'obligation de devoir faire évoluer leurs projets. Donc, évidemment, cette situation fait peur, mais je pense que ça va nous permettre d'encore plus nous adapter. Et de toute manière, nous faisons de l'art, je parle par rapport à moi, ce que je fais, c'est de l'art vivant, donc il y aura toujours un public. Petit bémol, évidemment, aujourd'hui, sont de plus en plus développés les spectacles en ligne, etc. Moi, personnellement, ce que j'en pense, pourquoi pas? Ça ne remplacera pas le spectacle vivant, c'est une autre expérience. Je ne pense pas que pour autant on doit faire le deuil des scènes. Par contre, ne perdons pas l'essence de notre art qui est quand même celle du lien humain. N'ayons pas forcément peur des nouvelles technologies. On va voir plus tard toute la créativité des étudiants qui les ont amenés à développer encore plus de nouvelles compétences. Donc, super. Mais allons vers le nouveau, ne jetons pas l'ancien et faisons encore plus avec tous les nouveaux éléments que nous apportent les nouvelles connaissances. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'évoluer tout en gardant l'essence même de nos disciplines. Et du coup, moi, pour rebondir à ce que tu disais, Ninon, je trouvais ça intéressant que tu parles un peu de définir l'art. Est-ce que le théâtre,
comment dire, ça, c'est un carcan en fait de scène, metteur en scène. Je trouve que c'est un peu restrictif de toujours vouloir définir. On cherche toujours à vouloir donner des définitions à tout. Mais en fait, c'est qu'un flux. Depuis toujours, il y a eu des choses qui ont changé. Quand on voit le théâtre classique, c'était une personne qui était au milieu de la scène, qui bougeait pas, il n'y avait pas de décor, enfin, c'était que du texte. Et maintenant, on en vient à des spectacles vivants, du corps, qui sort aussi des scènes. Et je pense qu'en fait, à vouloir trop définir, on a peur. On a peur de ce qui pourrait changer. Et l'humain, en général, a toujours eu peur de la différence et de ce qui peut évoluer. Mais bien sûr que nous, ça nous fait peur en tant qu'artistes. Enfin, moi, je ne me destine pas à une carrière plus tard, mais j'ai des amis à moi qui, en ce moment, préparent des concours pour des conservatoires, pour être metteur en scène, pour être scénariste, etc. Donc, ce n'est pas perdu. Il y a encore une génération qui est là, qui est toujours présente malgré tout ce qui se passe en moment et qui a l'envie de refaire quelque chose, de passer à autre chose. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup manqué de ne pas pouvoir aller... j'avais pris le flyers de la Coursier et j'avais entouré tous les spectacles que je voulais voir en début d'année. Quand j'ai su que ce n'était pas possible, j'ai été déçue, mais c'était incommensurable. Mais bien sûr que ça me manquera toujours, si ça ne se refait pas, mais je pense que ça se refera, de ne pas pouvoir être là, sur mon siège, à voir devant moi les performances d'autres personnes et d'entrer dans un autre univers. Parce que même si on va au cinéma, c'est un écran, mais c'est toujours différent, en fait, de voir un spectacle et d'être au cinéma. C'est deux expériences différentes, comme vous disiez. Et il faut juste réapprendre à voir, en fait, ce qui se passe devant nous et à aussi accepter. Et l'acceptation, c'est un processus difficile. On parlait deuil, bien sûr, on ne fait pas le deuil de nos salles, mais on fait quand même un deuil en ce moment, parce qu'on ne les a pas. Donc il y a colère, il y a le déni, il y a tout ce que vous voulez, mais il faut quand même accepter qu'à un moment, c'est comme ça. Il ne faut pas non plus déprimer. Il faut voir le verre à moitié plein. Moi, c'est ce que j'essaye de me dire. C'est pas facile, bien sûr, mais il faut le faire. Il faut le faire, sinon, il n'y aura plus tout ça. Tout ça, ça n'existera plus. Parce que si tout le monde commence à dire « c'est fini, ça n'existe plus, c'est la merde, etc. », stop, on arrête tout. Et c'est triste. C'est triste parce que ça apporte tellement de choses à nous. Moi, en tant qu'étudiante et amatrice d'art, de théâtre, depuis longtemps, c'est quelque chose qui a renforcé ma vie, en fait, qui est devenu une passion au jour d'aujourd'hui, en fait. Et je sais que je ne pourrais pas vivre en ce moment sans le théâtre et sans l'art en général. Donc oui, c'est une transition, c'est une exigence, mais c'est essentiel. Et justement, quand vous parlez du fait que ce soit un échappatoire, là en l'occurrence le théâtre, à ce propos, on a un reportage où nous avons suivi les étudiants et leurs encadrants qui ont participé à des ateliers. Donc voici leur témoignage, un reportage réalisé par Baptiste Bélisère. Je suis Tina Azami, étudiante en Master 1 efficacité énergétique en bâtiment, génie civil, Université de La Rochelle. Je cherche un cours de dessin tout d'abord, mais après je trouvais l'atelier scénographie. J'étais trop contente. Et après, quand je suis venue ici, ça me plaît beaucoup quand j'ai un moment pour créer quelque chose qui est dans ma tête, un peu évaluer les créations et quelque chose comme ça. C'est un peu un temps pour moi-même et un peu, on peut dire que c'est un temps, oui, pour un peu être relax, vider la tête, quelque chose comme ça, oui. Alors, moi, c'est Zoé, je suis en première année de lettres, du coup, à la Flash. J'ai créé un compte Facebook à mon clown. Et du coup, le premier confinement de cette année, là, donc du coup, le deuxième confinement, je m'amusais à faire des vidéos tous les jours avec mon clown qui faisait du yoga, mon clown qui chantait des chansons et tout ça. Mais bon, ça a duré 2 semaines, parce qu'après, vu qu'on est quand même étudiant, il y a les cours et ça, par contre, on en pâtit tous, les cours en distanciel. Mais après, au niveau créatif, non, justement, je trouve que ça pousse à tester des trucs et tout ça parce qu'on a plus de temps pour faire des choses. Mais après, voilà, on souffre aussi du truc de pouvoir se rassembler. Là, le groupe, il a énormément diminué à cause de ça aussi. Voilà, c'est kiff-kiff, je dirais. Je me souviens, le premier jour que leur atelier est repris, après le deuxième confinement, c'était en distance.
Et pour moi, par exemple, à ce jour-là, je ne suis pas très, qu'est-ce qu'on dit, très en forme. Mais quand j'ai commencé de faire le dessin et j'ai commencé de mettre mon idée sur le papier, ça a vraiment changé mon humour. J'ai l'impression que je peux créer quelque chose, je peux être utile de d'autres côtés de mes études et je peux s'en sortir de cette situation. Et après, quand les cours ils sont, qu'est-ce qu'on dit, en présentiel aussi, ça me donne la pêche beaucoup plus. Et oui, c'est un peu inspirant, c'est un peu de côté créatif, un peu de sortir d'un coin qu'on était. C'est vraiment inspirant. Oui, c'est ça. Moi, c'est Kenny Galvani, je suis en L2 génie civil. Et moi, c'est Yael Meyer et je suis en L1 de licence de langue étrangère appliquée. C'était assez intéressant en vérité de travailler avec ce confinement-là, essayer de faire des photographies. Parce qu'il y avait personne dans les rues et c'était une toute autre manière de voir les villes, etc. Et c'était assez intéressant de travailler comme ça et d'essayer de faire des photos de ça, justement. Je m'appelle Laureline Bouillard, j'ai 18 ans et je suis en LE1 anglais-coréen en première année. Si je ne savais pas que j'avais le théâtre à faire toutes les semaines, si je ne savais pas que j'avais un moment où je pouvais parler avec des gens, où je pouvais retrouver des gens autour d'un même sujet qui n'était pas aussi sérieux et aussi compliqué que certains de mes cours ou des choses comme ça, je ne sais pas si j'aurais réussi à tenir et je ne sais pas si j'aurais encore fait mon second semestre ici. Je ne sais pas si j'aurais réussi à tenir en général. Voilà le témoignage de certains étudiants. On voit que les ateliers peuvent représenter des échappatoires, un moment où on souffle dans notre quotidien. Est-ce que vous avez donc des réactions face à ce qu'on vient de voir ? C'est bon. Je vais essayer de... En tant, oui, en tant qu'étudiante, du coup, c'est vrai que personnellement, ça me touche énormément. C'est vrai que ce passage en distanciel a été très, très difficile, et c'est un euphémisme. C'était très difficile parce que, personnellement, j'ai besoin d'un cadre pour travailler. Et c'est vrai que ce cadre étant disparu, je me suis retrouvée un peu perdue, en fait. Et le fait de pouvoir... ça a commencé avec du visio en théâtre. Bon, c'était un peu compliqué. Mais quand même, d'avoir un rendez-vous, on se dit, il y aura d'autres personnes avec nous, on va pouvoir échanger, parler un peu du projet qui pourra peut-être se faire. Ça donne un horizon d'attente, ça donne un peu d'espoir de se dire qu'un jour, on pourra se déplacer ici et faire les choses. Et c'est ce qui s'est passé. Et d'avoir ce rendez-vous-là, ça permet de souffler un peu, ouais. C'est vrai que quand il y a du travail, quand il y a des choses comme ça, le théâtre et d'avoir une interaction sociale, en fait, tout simplement, c'est quelque chose d'énorme. Et je pense même pour tout le monde, que ce soit pour les intervenants, que ce soit pour les équipes, de pouvoir un peu aussi travailler, d'exprimer un projet qui était mis en place, parce que de voir un projet mourir à cause de choses externes à nous, en fait, on a l'impression d'un peu d'être dans une tragédie, le destin tombe sur nous, on ne peut rien y faire, mais si, on peut y faire quelque chose. Et ça fait du bien. Moi, je rebondis là-dessus. C'est vrai que l'expérience du distanciel a été assez dure. Je pense pour tous les... Je parle là au nom des pédagogues. On en a pâti parce que c'était compliqué de transmettre sans la présence des étudiants. Et eux encore plus parce que beaucoup venaient justement en exutoire... venaient pour ressentir des choses, mais on a quand même fait des choses. Moi, je me suis vue faire des cours magistraux sur l'histoire du clown. Mais oui. Mais c'était intéressant. Et aussi, on leur a envoyé beaucoup de références, d'extraits de spectacles, de vidéos sur YouTube, pour qu'ils j'appelle qu'ils se fassent le regard. Parce que dans la discipline du jeu burlesque, mais je pense qu'en théâtre c'est pareil, c'est aussi important d'expérimenter sur scène que d'aller voir des spectacles.
là, on a été réduit aux extraits vidéo, mais voilà, c'est déjà ça. De mondes différents, la famille des biolèges qui est tellement vaste que c'est important de... Excusez-moi, je parle à côté du micro. Je vais tenir avec les deux mains. Comme ça, voilà. C'est hyper important d'aller explorer, d'aller voir les mondes de différents clowns qui sont aussi vastes que l'être humain. Et je rajouterais un petit quelque chose, c'est qu'on parle souvent de l'art comme une échappée. Et moi, je trouve que c'est l'inverse. Je trouve qu'au contraire, on se retrouve, on apprend à se retrouver soi-même et à trouver sa posture face au monde dans l'art. Oui, on échappe, on change de système. On n'est pas forcément dans juste l'absorption de certaines connaissances qu'on régurgite, juste telles quelles. On les digère et on les redonne au monde à notre manière. Et pour les étudiants, à ce moment où ils sont des grands enfants, là, cette transition vers le monde adulte, de commencer à expérimenter un peu au fait qu'est-ce que je pense moi, qu'est-ce que je ressens moi, c'est quoi mon regard sur le monde. C'est bien, je trouve que c'est une belle entrée dans le monde fou et dingue des adultes. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Ce que disent les étudiants, c'est sur la vidéo qu'on a vue, c'est significatif. C'est voilà à quoi ça sert l'art et la culture. Ça sert à être ancré d'une certaine façon, et puis à se connaître, à avoir un ancrage intérieur, à tenir debout, à ne jamais s'ennuyer. Quand ils disent ah ben oui, on a la photo, ben quand on est photographe, effectivement, on peut être avec son appareil et puis voilà, on part vers l'imaginaire, on s'ennuie jamais. Voilà, c'est la création, ça. C'est l'idée que la vie est belle. Elle est toujours belle, quoi qu'il arrive. Quand on a l'art, quand on a la culture, la vie est belle. Il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est magnifique. Sur ces belles paroles, c'est magnifique. Et est-ce que selon vous, justement, le confinement, la crise sanitaire, est-ce que pour vous, chacune d'entre vous, ça a été propice justement à la créativité ? Alors, je peux parler de mon expérience. Du coup, ouais, ça a été très propice à la créativité parce que moi, durant le premier confinement, j'ai lancé un petit projet culturel, notamment. Comme je fais aussi de la peinture et du dessin, j'ai lancé une annonce sur un compte Instagram, donc sur le mien, et j'ai demandé en fait à des personnes qui me suivent de m'envoyer une photo d'eux. Est-ce que ça serait pas ça ? Exactement. C'est dingue la coïncidence. C'est magnifique. Ouais. Et du coup, voilà, c'est le résultat. En fait, c'était des personnes qui m'ont envoyé une photo d'eux, et tous les 2 jours, je faisais leur portrait. Et tous les jours, je postais une vidéo, donc une vidéo accélérée du processus de création et du résultat. Et c'est vrai que ça m'a aidée sur ce point-là parce que sans le confinement, je ne sais pas si j'aurais montré en fait tout ce que j'avais fait. Si j'avais eu l'audace, entre guillemets, de montrer ça, parce que c'est compliqué quand on est artiste de s'exposer au regard des autres, parce que c'est vrai que c'est un peu le but de l'art. Mais ouais, et ça m'a fait beaucoup de plaisir parce que tous les jours, je recevais des messages de personnes me disant « Ouais, Gaëlle, ça fait plaisir. Tous les jours, j'attends ta petite vidéo. J'essaye de deviner qui c'est parce qu'il y avait des personnes qui se connaissaient. » J'ai eu beaucoup d'interactions. Et c'est vrai que quand on n'a pas d'interaction face-to-face, d'avoir des gens qui communiquent sur l'art, ça fait plaisir. Et ouais, non, c'était très cool cette expérience-là. Après les autres confinements, ça a été un peu plus compliqué parce qu'il y a eu les cours qui se sont mis à l'intérieur et une petite baisse un peu de peps artistique, etc. Mais je sais que ça revient, c'est des phases, c'est comme ça, c'est un flux. Voilà. Est-ce que pour vous, Cécile Knibeli-Porterfield, ça a été aussi moteur Alors moi,
Oui, carrément, parce que en fait, je créais avec ce que j'ai sous les mains. Donc, j'ai continué, j'ai fait beaucoup à manger. J'ai 3 enfants, donc je me suis occupée de mes enfants, je me suis occupée de mon jardin, j'ai peint chez moi, j'ai aussi écrit une pièce, j'ai fait de la musique, je me suis amusée à faire du collage, j'ai fait des visuels. Mais bien sûr que ce confinement, le lien avec les autres m'a manqué parce qu'on est des êtres sociaux. Ces limitations de déplacement, évidemment, c'était frustrant. Mais je crois que, comment dire, ce n'est pas une pause, ce n'est pas un arrêt, parce que j'ai mon petit cœur qui bat. Ça vit à l'intérieur et il y a des gens qui ont connu l'illumination dans une cellule. Tout est possible quand on peut se nourrir de la vie autour et que sûrement ceux qui sont manuels sont favorisés dans ces moments-là. Mais je sais et j'ai entendu aussi beaucoup de gens qui se sont autorisés à se mettre à une activité qu'ils n'osaient pas faire avant. Et je trouve ça... je pense que ça m'a permis, et ça a permis à beaucoup de gens autour de moi d'aller puiser un peu plus profond à l'intérieur. Voilà. Et aussi d'avoir ces moments de latence et de rien faire aussi, de juste... de s'arrêter un peu, de souffler un peu. Très bien. Nous allons maintenant parler exigences en matière culturelle. Catherine Benguigui, vous, en quoi est-ce que c'est essentiel pour vous et de quelle exigence parle-t-on surtout? L'exigence, c'est un thème un peu compliqué, mais quand on parle d'exigence par rapport à la culture à l'université en particulier, c'est l'idée que ce dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'un étudiant en position d'acteur artiste, il est en position d'acteur. C'est-à-dire que on n'est pas dans un système d'animation ou de... Bien évidemment, on prend plaisir. Mais l'idée, c'est de se trouver, c'est d'être confronté aux professionnels, c'est d'être dans un lieu qu'on a souhaité. D'ailleurs, ce lieu, on a mis longtemps à le faire, mais on a une salle culturelle, on la voit pas, on la voit un petit peu, mais pas complètement ici, mais qui est une vraie salle professionnelle. Parce qu'en fait, on ne peut devenir très professionnel ou même tout simplement acteur, quel que soit le niveau qu'on a, si on n'a pas les conditions qui peuvent permettre ça. Et en fait, l'exigence, ça a été l'exigence d'avoir un vrai lieu culturel. C'est l'exigence de travailler avec des artistes professionnels, des personnes qui sont en création, qui connaissent le chemin de la création, qui connaissent les démarches de création, qui peuvent accompagner de façon exigeante, ça veut dire de façon construite, avec beaucoup de subtilité aussi, puisqu'on est face à des jeunes. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, entre guillemets. C'est-à-dire être capable de trouver des chemins. Quand on est dans un atelier de pratique artistique, quel qu'il soit, à un moment donné, on va un peu improviser en fonction de la personne qu'on a en face, et on va être en capacité, de façon exigeante, de trouver des chemins qui vont faire que la personne va avancer. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc pour nous, c'est très important d'avoir des intervenants que l'on choisit par rapport à un panel aussi de disciplines, de façon à créer de l'interdisciplinarité à l'intérieur des disciplines artistiques. Ça aussi, c'est important. Et puis exigence sur le projet, c'est-à-dire que faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait. Et l'université dans la ville, c'est aussi l'image de l'université qu'on véhicule. C'est montrer que l'action culturelle à l'université, c'est une action culturelle de qualité dans le sens où on veut montrer
et qu'on a vu des choses fabuleuses, c'est-à-dire qu'on a eu des intervenants magnifiques, on a eu des étudiants magnifiques qui ont travaillé, qui se sont mis dans des conditions pré-professionnelles et qui sont en capacité de montrer des choses dont ils n'ont jamais à rougir, dans le sens où on a eu des émotions formidables, autant avec des initiatives étudiantes qu'avec des ateliers, et où on se retrouve à se dire, ben oui, on est là, et ça fabrique des choses dans la tête des jeunes. Ça va les amener à être autres, ça va les amener à s'ouvrir complètement. Enfin, on déclenche des trucs. On est là pour déclencher des trucs aussi. Et voilà, l'exigence, elle est là. L'exigence, elle est dans l'idée qu'on est là pour bâtir ensemble et pour une construction collective. C'est pas une histoire d'élitisme. Ça n'a rien à voir avec ça, l'exigence. C'est une histoire de chemin construit, de chemin partagé, d'écoute, de partage, de déceler les choses. C'est tout ça, l'exigence. C'est savoir pourquoi on est là et quel sens ça a. Quel est le sens qu'on donne à ce qu'on fait. Ça, c'est de l'exigence. Après, on a le droit d'avoir tous les sens du monde. Mais trouver son sens, c'est très important. Et en quoi diriez-vous donc que la pratique culturelle et artistique, elle est donc essentielle à l'université, comme le sport l'est déjà considéré? En quoi cette pratique culturelle et artistique, elle l'est aussi? Si vous voulez réagir à ce propos. Ben, moi, je veux bien. Je dirais que nous, quand on essaie de transmettre notre discipline aux étudiants, le défi passé qui soit en temps et en heure au rendez-vous, en fait, ils expérimentent ce que souvent, en fait, je reprends les choses d'un autre côté. Souvent, quand on va voir un spectacle, on voit le produit fini. Mais là, je parle de spectacle pour moi, mais je pense que dans tous les autres ateliers, c'est la même chose. On voit le produit fini et surtout, on voit des gens qui font avec aisance quelque chose. Donc, on se dit, trop face, quoi. Ah ouais, bon. Et c'est souvent pour ça qu'on dit que les artistes, c'est des gros fumeux, parce que ça a l'air tellement simple, ce qu'ils font. Voilà. Or, là, ils sont les mains dans la matière de la discipline qu'ils ont choisie, et ils se rendent compte de l'exigence que ça demande, le fait de devoir creuser quelque chose dans des directions inattendues, de faire, de refaire, de re-refaire, des choses qui pourraient paraître des détails, mais qui vraiment font partie du fond. On travaille le fond et la forme en même temps, et moi je trouve que ça les aide à apprendre à bosser aussi, et à prendre confiance en eux, et à utiliser leur créativité. Et du coup, pour moi, ça leur apprend vraiment à un certain niveau, à une certaine qualité d'autonomie aussi. Mais souvent, ils sont surpris de voir à quel point, par exemple, nous, c'est l'extrême, mais on fait rire. Eh bien oui, mais c'est hyper exigeant. Et c'est sans doute une des disciplines, c'est vachement plus difficile de faire rire que de faire pleurer, par exemple. Voilà. Donc, je prends des gros raccourcis là, mais voilà. Il y a un chemin à suivre pour aboutir à une certaine efficacité, à une production efficace. Et vous parlez donc de représentation, et on a parlé récemment, on a entendu qu'on parlait d'une réouverture des lieux culturels d'ici mi-mai. Comment vous voyez l'après-Covid, cette rupture qui est temporelle, sociale, mais qui est aussi matérielle et physique? Comment vous voyez cet après-Covid? Avec grande joie déjà, j'espère de tout mon cœur. Mais je pense que ça va être compliqué. Enfin, déjà, on s'est habitué un peu aux choses compliquées. Rien que là, de monter un projet, on a les masques, on n'a pas les masques, on a la distanciation, plus de distanciation. D'un jour ou l'autre, ça change. Il faut toujours s'adapter.
Donc on a compris que ça n'allait pas être si facile que ça. Donc je pense que l'après-Covid, ça va être un souffle déjà de pouvoir passer les portes d'un théâtre et de revoir des gens sur scène. Moi, je m'en fous que ce soit 2 sièges de distanciation, des masques pendant des heures, etc. Tant que je peux voir quelque chose en face de moi, je suis heureuse. Que ce soit un concert, que ce soit une exposition, que ce soit une pièce de théâtre, toutes les disciplines artistiques méritent d'être représentées. Et ce sera libérateur, je pense, pour beaucoup de gens. Et beaucoup de gens qui, en ce moment, sont dans la détresse, soit une détresse matérielle, soit une détresse morale, physique. Des équipes qui travaillent sur un spectacle, on ne se rend pas compte parfois du monde qu'il y a derrière une création artistique. Quand on voit une personne sur scène, il faut se dire qu'il y en a peut-être 20 derrière qui ont travaillé dessus. Et 20 personnes qui méritent aussi d'être représentées. Et je pense que ça va être une libération pour toutes les personnes qui pourront être de nouveau représentées, qui pourront de nouveau reprendre les bancs des endroits culturels, retravailler, refaire des choses qui leur plaisent, que ce soit les artistes, que ce soit les intermittents du spectacle. Et nous, autant acteurs que public, ça fera plaisir, je pense, à beaucoup de gens. Mais ce ne sera pas facile. Il y aura de l'organisation, beaucoup d'organisation et peut-être des déceptions. Mais faut voir le bout du chemin. Il y a sûrement une lumière au bout, elle va arriver. Moi, j'ai parlé un petit peu des intermittents et je pense que juste matériellement, ça va être très compliqué là. Économiquement, ça va être une grosse mutation, ça c'est sûr. J'imagine qu'il y a plein de fonds qui ne seront plus là. En France, on a la grande chance d'avoir beaucoup de soutien de l'État, des régions et des départements. Ça va changer, ça c'est sûr. Est-ce que ça va amener... Il y aura de la précarité, ça c'est sûr. Après, sans doute, les formes les compagnies vont peut-être se mettre en collectif, comme ce qui se passe aujourd'hui dans la société, ou s'autonomiser davantage, comme ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Encore ce matin, j'ai écouté à la radio ces histoires d'expérience sur Mars. Là, ils envoient des drones et tout. Ok Mars, mais faut qu'on bosse aussi et avant tout sur la Terre et qu'on fasse avec ce qu'on a déjà. Même si ces avancées seront sans doute bénéfiques, je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup de joie à se retrouver. Ça va faire, j'ai un grand espoir que ça va faire une période comme les années folles bis. Et j'espère que les gens n'auront pas perdu. De toute manière, il y a eu comme une pause, mais on ne s'arrête pas de vivre. De toute manière, le vivant est plus fort et de toute manière, on continuera à avancer, sans doute dans plein de nouvelles formes aussi intéressantes que celles qu'on connaît déjà. Ça, c'est sûr. Et dernière petite question, vous avez demandé en amont d'emmener un objet symbolisant la culture. Donc, est-ce que vous pouvez chacune en parler? Catherine Benguigui, pour commencer. Votre objet, quel est-il? Waouh. Voilà, mon objet, c'est cette map monde que j'ai depuis très longtemps. Pourquoi j'ai pris cet objet? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle est ronde, c'est pas une fake news, et que la connaissance, c'est important. La connaissance, la transmission de la connaissance, parce que c'est le monde, et que le monde, la planète, la culture, c'est nous tous, et que la culture, c'est fait pour relier les hommes et les femmes. Et que sur cette planète, il y a plein d'hommes et plein de femmes qui sont différents les uns des autres, mais que la culture est universelle. Moi, je suis universaliste. Donc, je pense que ce qui relie, c'est plus important que ce qui sépare. Et ça, c'est très important pour moi. Après, elle tourne.
elle tourne, on le sait. Et en fait, ça tourne, ça bouge, et je crois que l'art, la culture, c'est toujours un mouvement. Donc voilà, c'est parce qu'elle tourne aussi que je l'ai pris. Et puis aussi parce qu'en fait, c'est une lampe. Donc c'est la lumière. Et que en fait, l'art, la culture, ça nous amène vers la lumière. Et ça nous fait nous éloigner des ténèbres. Les ténèbres, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être au niveau politique, ça peut être au niveau social, ça peut être au niveau personnel. Et que l'art, la culture, la littérature nous élèvent. Et qu'il faut qu'on continue à s'élever pour avoir un monde de lumière. On a parlé du siècle des Lumières, mais ça veut dire quelque chose, le siècle des Lumières. Et ça a à voir avec l'universel aussi. Donc voilà pourquoi j'ai amené ma map monde. Super, merci beaucoup pour ce partage. Cécile Knibeli-Porterfield, quel est votre objet symbolisant la culture? Alors moi j'ai amené un truc un peu moins spirituel, mais très bon. C'est de la confiture bio. C'est de la marmelade, exactement. Et voilà, pour la petite blagounette. Pour la petite blagounette personnelle, je vis avec un Anglais, donc marmelade, je ne vais pas vous faire un brunch, hein, mais qui a toujours le dernier mot, il a beaucoup de culture. Aussi, la deuxième petite blagounette, la culture, moins on en a, plus on l'étale. Voilà, ça c'est fait. Et, mais bon, en vrai, la culture, pris au sens premier, pour moi, c'est cultiver une plante nécessite de la terre, de l'eau pour que ça grandisse. Et la culture, c'est bien les nutriments de l'âme humaine, tout simplement. Très bien. Je m'en tiendrai là. C'est parfait. Et à vous, Gaëlle Hardy, quel est votre objet? Alors, je vais le sortir. Voilà. Alors, j'ai ramené un pinceau. Voilà. J'ai ramené un pinceau parce que quand Ninon m'a posé la question en me disant « il faut que tu ramènes un objet qui te fasse penser à la culture », j'ai fait ouais, qu'est-ce que je vais ramener? C'est tellement vaste, l'art, la culture, c'est si vaste. Qu'est-ce que ça représente pour moi? En fait, la culture, ça a été d'abord pour moi l'art. Quand je pense culture, je pense art. Et je pense aussi dessin parce que ça a été ma première approche artistique en fait depuis que je suis toute petite, depuis ma naissance en fait. J'ai toujours eu un crayon dans la main. Et ça représente beaucoup pour moi, même maintenant que je fais du théâtre, parce qu'il y a quelque chose que j'ai dit à beaucoup de mes amis, c'est que dans la vie et dans l'art, on a toujours la main qui tremble. Comme quand on débute dans le dessin, on a toujours la main qui tremble sur notre feuille. Ben moi, je dis, il faut toujours croire à son coup de pinceau. Et ce sera d'autant plus beau. Donc, croyez en votre coup de pinceau. C'est magnifique, merci. Et maintenant, pour terminer, nous allons passer au making-of, le petit rituel de chaque fin de table ronde maintenant. Les étudiants, ils se sont filmés, ils ont eu carte blanche pour enregistrer les coulisses des ateliers auxquels ils ont participé. Voici donc le making-of. Voici le making-of. C'est une barrière. Exactement. Les gestes barrières. C'est
C'était donc le making-of qui annonce la fin de cette première table ronde. Je vous remercie toutes les trois d'avoir été présentes ce soir. Merci à toi. Merci à toi et bravo. Merci. Merci à vous. Merci à vous. C'était un plaisir de converser. Oui, ça fait plaisir de voir des gens. En tout cas, nous, on se retrouve à 20h pour le live show qui a pour thème la musique au cinéma, en partenariat avec le festival La Rochelle Cinéma et le phare Fonds audiovisuel de recherche. À tout à l'heure. Au revoir. I won't ever find the dance. I'm just like that fish.